Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons cette semaine avec Philippe Moureau. Bonjour. Sénateur socialiste, évidemment, père d'une des grandes réformes de l'État, et avec qui on va commenter celle qui est en cours de débat actuellement au Parlement. On peut dire quoi du Sénat, Philippe Moureau? Il se fait harakiri ou il se fait une euthanasie douce? Euthanasie douce, dirais-je, il n'est pas supprimé, mais il va perdre l'essentiel de ses compétences, sauf en matière de réforme institutionnelle. C'est un accord qui a été fait un peu à la fin de la négociation de la 6e réforme, qui n'est pas un accord que je dirais particulièrement merveilleux, mais bon, qui, dans l'ensemble, trouve sa place. Alors, le vote a lieu jeudi. Oui. On peut dire mais pas uniquement là-dessus. Hein. Oui, donc sur l'ensemble de la réforme de l'État. Est-ce qu'on peut dire qu'on entre finalement dans le vif du sujet, dans la concrétisation, et que finalement les médias s'en désintéressent cette semaine? Mais écoutez, oui, parce que c'est vraiment un moment pour l'histoire du pays important. Donc on a voté la scission de Bruxelles à Lillebord, c'était au mois de juillet. Oui, ça a été fait. C'était un sujet important parce qu'il était douloureux. Mais ce n'était pas un sujet qui fondamentalement changeait grand-chose à la vie du pays. Tandis qu'ici, on va tout bouleverser. Ce que nous allons voter au Sénat, c'est la réforme des assemblées. C'est une série d'éléments qui intéressent Bruxelles, avec des compétences nouvelles pour Bruxelles. Et c'est alors tout le bouleversement des compétences qui va faire qu'une tas de matières dont je crois que le citoyen, malheureusement, parce qu'on ne l'a pas très bien informé, ne se rend pas compte, qui va véritablement le révolutionner. Donc beaucoup de matières, notamment en matière de politique de l'emploi, en matière d'affaires sociales. Les allocations familiales, ça frappe les gens, mais des tas d'autres choses. Est-ce que Bruxelles va s'en sortir? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, Bruxelles a obtenu d'un côté effectivement 540 et quelques millions en termes de refinancement, mais la loi spéciale de financement est défavorable pour toutes les régions, et y compris pour Bruxelles, et donc finalement on va pas mieux s'en sortir qu'avant en région bruxelloise? Alors, vous devez avoir deux lectures. La première lecture, c'est qu'on est dans une période de morosité financière et où on demande à tout le monde de faire des efforts. Et donc, Bruxelles, c'était difficile de dire, la Wallonie en fait, la Flandre en fait, l'État fédéral et Bruxelles n'en ferait pas. Donc, il y a une diminution. Je le regrette, je crois qu'on exagère. J'ai des positions qui sont tout à fait en opposition avec ce que l'Europe nous impose, mais c'est là. Et on ne pouvait pas exempter Bruxelles. Bruxelles, à côté de ça, l'autre côté, a reçu de l'argent en plus. Donc Bruxelles va pouvoir faire plus que compenser ce qu'elle perd. Elle aura tout de même un supplément. Finalement, objectivement, des trois régions, ce sera celle qui va souffrir le moins. Et ceux qui souffriront le moins, ce sont ceux qui font le budget de l'État fédéral, qui transfèrent des compétences sans transférer l'ensemble de la dotation affectée à ces compétences. Mais c'est-à-dire, ça c'est dans l'histoire que je viens de vous raconter, du partage. Donc ils disent, voilà, nous faisons déjà un effort, enfin au fédéral, on le voit bien, tout ce qui a diminué, le chômage, les allocations de chômage qui vont diminuer, etc. Tout ça, c'est tout de même très douloureux, et ils disent, vous devez aussi prendre votre part. Alors on va prendre cette part au niveau des régions et communautés en ne vous transférant pas 100% de la masse financière nécessaire pour les matières que vous allez gérer. Alors, 1 millier de pages de projet de loi, oui. Plusieurs centaines d'amendements déposés ou en train d'être déposés d'ici jeudi, vote jeudi, mais finalement, le rôle des parlementaires, c'est quoi? Vous êtes tenus à voter à la virgule près ce qui avait été décidé par la Comorie, donc cette fameuse commission de mise en œuvre des réformes institutionnelles? Oui, je ne nous vois pas faire des amendements. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé très très longuement, plus dans la commission des réformes institutionnelles, et la majorité a voté gentiment, si je puis dire, tous les textes qui nous étaient proposés par la réunion des présidents de partis, que nous avions transférés dans des propositions de loi, pas des projets. Et donc, il est évident que nous n'allons pas voter les amendements. D'ailleurs, tous les amendements proposés viennent ou de la NVA ou du Vlaams-Belang. Donc le vote sera sans surprise? Oui, mais sans surprise. Si tout le monde est sage, parce que les votes sont très serrés. Nous n'avons pas, notamment du côté flamand, au Sénat, une grosse marge de manœuvre. Il faut que tout le monde soit là. Et il faut que tout le monde vote bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais un accident est toujours possible. Est-ce que ça va ouvrir réellement après la campagne électorale, une fois que ceci est voté? On change de période? Écoutez, donc on va voter ça maintenant. En décembre, on va faire la navette, donc ce qui était à la Chambre va être au Sénat. Tout va être voté. Le gouvernement va pouvoir promulguer. Les lois ne seront mises en vigueur qu'à au milieu de l'année prochaine. Et donc, vous allez avoir, avant les élections communales,
une espèce de période où on ne se tiendra plus, les 6 partis de la majorité se tiennent pour le moment très fort par cette réforme. Et donc, je serais le Premier ministre, je serais tout de même un peu inquiet de voir mes 6 partis s'envoler. Bon, à la veille des élections, ils le feront de toute façon, mais s'envoler un peu vite dès janvier, un peu dans tous les sens. Donc on pourrait connaître tout de même un peu de remous, à mon avis, politique à partir de janvier. Qu'est-ce qu'on va faire de cet hémicycle du Sénat, puisque le Sénat n'existera plus, qu'il sera une assemblée non plus permanente, mais qui se réunira de manière temporaire, avec moins de sénateurs? J'espère au moins que tout ça va subsister, parce que ça fait partie aussi d'un patrimoine extraordinaire. Il faut quand même savoir que, c'est évidemment qu'une petite partie, mais une partie du Parlement date de la fin de l'Ancien Régime, donc avant même les révolutions. Et on ne sait pas encore à quoi va servir l'hémicycle. Mais si, il va servir au Sénat. Mais 8 fois par an? 8 fois par an en temps normal. Maintenant, s'il y a de nouveau des réformes, là, il sera présent. La communauté urbaine, communauté métropolitaine, communauté d'agglomération, on oublie le nom. Est-ce qu'elle va vraiment voir le jour ou pas? Je ne suis pas très optimiste. Je ne pense pas qu'elle... l'idée est très bonne. C'était une des compensations faites par les Flamands aux francophones, ça, hein? Oui, mais celle-là n'était pas très... Il n'y a pas beaucoup de consistance. Donc ça n'existera pas ou ça ne servira à rien? Oui, je crains que, sauf réforme ultérieure, ça n'aille pas très loin. Alors, j'ai une question Twitter pour vous. Xavier vous demande ce que vous avez pensé du livre de Mary Hermanus. Est-ce que vous l'avez lu? Je n'ai pas lu, et je ne l'ai pas lu pour une raison, c'est que j'ai vu des extraits de presse avec des choses. Il y avait 2-3 choses exactes et d'autres choses où je me suis dit non, il vaut mieux pas. On n'est pas dans le réel. Il dit que je l'ai empêché d'être ministre. Je ne sais pas où il a été chercher ça. Moi, je m'ai empêché ce garçon d'être ministre. Il vous décrit comme un concurrent politique, que vous auriez été concurrent politique. Oui, mais il a ça dans la tête, j'imagine. En tout cas, moi, je n'ai aucun souvenir de ce genre. Et vous continuez à écrire? Oui, je viens de terminer un bouquin sur un peu mon parcours politique en matière d'immigration et de droit des étrangers. Et j'ai entamé un deuxième avec des portraits politiques qui sera un peu plus agréable. Et le premier paraîtra quand? Dans les prochains mois? J'espère dans 1 mois et demi, 2 mois, on verra. Je vais voir avec l'éditeur. Et ça sera en lien avec les 50 ans des accords d'immigration marocaine et turque? Oui, moi je ne parle pas beaucoup d'anniversaire. Je suis... À la fois, j'ai une partie très concrète où j'explique tout ce que j'ai fait. Dans ça, je crois que ça peut être intéressant, notamment pour des jeunes, de voir comment on peut profiter de certains moments pour faire des avancées politiques. Et alors, il y a une partie plus de réflexion, ma pensée, pour peu qu'on veut bien appeler ça une pensée, sur tous ces sujets délicats. Et je l'intitulerai « Égalité et droit à la différence », parce que je crois qu'un des grands défis, comme homme de gauche, je suis pour l'égalité, mais je reconnais le droit à la différence. Comment peut-on rendre compatible l'un avec l'autre? Et le groupe Germinal se réunit toujours? Toujours. Il se réunit demain soir à Saint-Josse. Voilà. Et donc ça, c'est le groupe de réflexion que vous aviez lancé. Hein? Oui. Une question sur Molenbeek, puisqu'on avait l'échevin des finances avec Karim Ouari la semaine dernière, avec un budget qui était visiblement difficile à équilibrer, et on a entendu dire, oui, il est difficile à équilibrer parce que sous la législature précédente, on avait beaucoup de dépenses et on n'a pas réellement maîtrisé le budget à Molenbeek. Il y avait beaucoup trop de personnel sur un certain nombre de politiques. Vous répondez quoi? Alors, je réponds tout simplement, d'abord que l'échevin des finances était libéral. Donc, il est d'ailleurs toujours, cette dame est toujours échevin aujourd'hui, donc c'est ridicule de dire que ce serait le pouvoir socialiste qui aurait fait ça. En deuxième lieu, quand je suis arrivé il y a 21 ans, à la tête de Molenbeek, ça n'allait pas les finances. Je les ai redressés. J'ai toujours présenté des budgets en équilibre. Ce brave garçon est un incompétent parfait. Et comme il est incompétent, c'est l'échevin des finances dont vous parlez, là? Hein? Oui, l'échevin des finances notamment, parce que ce n'est pas une équipe très vigoureuse. Comme ils savent pas gérer, ils essayent de mettre tout sur le passé. Mais un journaliste qui réfléchit 30 secondes. L'échevin des finances était libéral dans la majorité précédente. Pendant 20 ans, Moreau a équilibré le budget. Et tout d'un coup, ce serait de sa faute. Quand les autres arrivent, ils sont là depuis 1 an. Hein. Ils ont eu le temps de travailler. Mais non, rien foutu, ça c'est un bon problème. Alors, une dernière question. 2014, Philippe Moreau sera sur une liste quelque part en soutien dernier suppléant ou rien du tout? Moi, j'ai terminé ma vie politique active. Je continue à réfléchir, à m'intéresser, de temps en temps à conseiller quand on demande mon avis. Même si on vous le demande très fort, on n'irait pas? Non. C'est catégorique et définitif? C'est catégorique. Vous savez, j'ai de multiples raisons pour dire que c'est pas raisonnable. Merci Philippe Moreau d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi et bonne semaine à tous.